Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Jeunes pour Jeunes, ce soir, pour une nouvelle émission autour d'une thématique passionnante et complexe avec nos invités de marque. Nous allons aujourd'hui aborder la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi dans le domaine en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous allons détailler les réalités sur terrain. Nous allons également aborder les problèmes structurels inhérents à cette question. Sans plus tarder, je vais passer à mes invités. À ma droite, j'ai Madame Malou Ndjouji, qui est entrepreneur dans le domaine de la formation continue. J'ai à ma gauche Dr Kojo Ndjukuma, qui est docteur en droit, spécialiste dans le numérique. À mon extrême gauche, j'ai Madame Yvonne Koussamina, entrepreneur également, mais en gestion des ressources humaines. Et à mon extrême droite, j'ai Monsieur Christine Chika, qui est entrepreneur et aussi dans le développement personnel. Ma première question pour nos invités est celle de savoir s'il existe véritablement une différence entre l'emploi et l'entrepreneuriat. Et si elle existe, laquelle est-elle? Donc, je vais me diriger vers la personne qui est dans les ressources humaines. Peut-être qu'elle peut nous éclairer un peu plus là-dessus. Madame Yvonne. Merci pour votre question. Alors, si je devais définir l'entrepreneuriat, je dirais que entreprendre, c'est le fait de créer une offre qui réponde à une demande sur le marché. Donc, entreprendre, c'est d'abord et surtout de créer de la valeur. Alors que l'emploi, c'est le fait de donner en fait du travail à du personnel. Donc, c'est deux notions qui sont bien que complémentaires, mais c'est deux notions qui sont différentes. Ok. Du point de vue juridique, maître, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Des conséquences à tirer de cette belle définition, c'est que l'emploi concerne les travailleurs. Il faut assurer la protection de la main-d'œuvre, assurer les rapports entre un donneur d'ordre ou un donneur de travail qui est l'employeur et celui qui travaille pour le rendement de cette entreprise qui ne lui appartient pas, c'est le travailleur. Par contre, avec l'entrepreneuriat, les types de rapports sont totalement inversés. Soit vous avez un auto-entrepreneur qui est lui-même son travailleur et son employeur, parce qu'il crée peut-être de la valeur artisanale et il tient derrière son petit atelier une déventure. Soit alors, vous avez d'autres types de rapports où l'auto-entrepreneur engage une autre personne qui est plus à même de pouvoir gérer son affaire. Et c'est ça, justement, sur le plan du droit. Nous avons d'une part des travailleurs salariés pour les employés et nous avons des travailleurs indépendants ou des auto-entrepreneurs et les régimes de leur protection diffèrent. D'une part, pour finir par là, on protège la main-d'œuvre qui est une ressource, un capital humain dans une entreprise qui fait du profit. Et de l'autre côté, on assure la promotion, la pérennité ou l'orientation du savoir professionnel dans un domaine qui est porteur pour l'économie ou dans un domaine où les emplois classiques n'ont pas encore créé l'offre. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Chika, vous êtes dans le développement personnel. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est exactement? Les développements personnels, effectivement, peut être considéré comme de l'entrepreneuriat du moment où celui qui se lance comme un travailleur autonome. Okay? Partant de rien, c'est basé sur une compétence. Parce que un entrepreneur autonome commence par travailler sur sa passion, qui se base sur la compétence qu'il a, et ensuite pour produire la richesse après. De la même façon qu'en étant un formateur ou un coach en développement
personnel, c'est ma compétence que je développe et j'ai les mêmes exigences sur le marché, puisque je dois trouver des clients, puisque je dois présenter mes offres. Voilà, donc ça peut être considéré comme de l'entrepreneuriat. Les développements personnels consistent à accompagner des hommes et des femmes afin de se développer mentalement, spirituellement si on veut, mais aussi à acquérir de nouvelles compétences. À vous entendre parler, l'entrepreneuriat serait une sorte d'alternative à l'emploi pour certains, mais comment est-ce que ça se passe au niveau étatique? Quelle est la part des services publics de l'État en ce qui concerne non seulement la réglementation, mais les obstacles ou bien les avantages qu'on offre ou qu'on devrait offrir, bien entendu, dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat? L'État est là pour créer un écosystème, pour favoriser les entrepreneurs. Moi, je fais partie de ceux qui encouragent les gens à se lancer sans se tourner vers l'État. Parce que nous savons, notre État n'accorde pas toujours cet écosystème-là qui existe. Un entrepreneur autonome commence par créer de l'emploi à partir de sa compétence. Il n'a pas d'abord besoin d'un cadre qui existe. Le cadre vient juste pour booster ce qu'il est en train de faire. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans ce que je fais, je n'ai pas besoin que l'État intervienne en premier, l'État intervienne en second, peut-être, ce qui concerne valoriser le métier que je fais, le reconnaître, par exemple, et après, c'est à mon niveau de formaliser. Okay? Donc, l'État a ce rôle-là de créer l'écosystème. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je me lance sur le marché. Il y a des clients, il y a l'offre, je propose mon offre, et il y a la demande. Et je dois travailler essentiellement sur ça. Bien sûr, juridiquement, formaliser ce que je suis en train de faire, je crée une entreprise qui existe, je réponds aux normes. Et ensuite, avoir accès aujourd'hui, être affilié à un ministère de PME et tout ça. Donc, l'État accompagne à ces niveaux-là. Madame Nzouzi, par rapport à votre expérience, est-ce que vous considérez que l'État n'est juste qu'un écosystème ou vous estimez qu'il faudrait plus un apport, une impulsion qui viendrait des pouvoirs publics? Moi, je vous dirais en fait que, effectivement, je voudrais juste rebondir sur ce que Monsieur Christian a dit. Effectivement, d'abord, l'entrepreneur ne doit pas nécessairement compter sur l'État. Ceci étant dit, l'État doit être là pour accompagner, offrir un cadre qui permette le développement de l'entrepreneuriat. Et c'est là où il faut comprendre en fait qu'est-ce qu'on veut dire par offrir un cadre. Sous d'autres cieux, quand on veut être entrepreneur, il y a des dispositifs qui sont faits au niveau étatique pour des crédits d'impôt, pour permettre en fait aux entrepreneurs pendant les 2 premières années de pouvoir s'établir dans leur secteur d'activité, produire des revenus, des chiffres d'affaires et ainsi après être capable de pouvoir fournir leur redevabilité à l'État. Et c'est un peu ce qui manque à mon sens ici dans notre pays en fait. Donc le cadre étatique ne promeut pas l'entrepreneuriat, si je comprends bien. Pas assez. Ok, Madame, Maître, vous auriez, je vous vois vouloir réagir. Oui, ailleurs, ce qui est entré dans le formel et ce qui a été structuré. C'est que Madame Malou dit est tout à fait vrai qu'il faut que nous puissions adapter nos politiques d'emploi. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'emploi sans parler de l'économie. Parce que c'est l'économie qui produit de la richesse et qui trouve un marché de consommation et une main-d'œuvre ou un savoir-faire pour pouvoir perpétuer ce cycle, cette chaîne de valeur. Mais il faut déjà que nous puissions valoriser les métiers de la terre ou des métiers d'autosuffisance. Nous nous rendons compte que quand nous parlons de l'emploi formel, nous sommes à des pourcentages assez réduits. Mais lorsque nous regardons le système D dans le pays, lorsque nous regardons l'article 15 dans ce pays qui est le Congo, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui auto-entreprennent des choses qu'on ne sait pas toujours trop bien structurer, mais que ça marche
tant bien que mal. Ensuite, nous avons donc cette nécessité pour l'État d'aller chercher des filières innovantes ou encore d'aller chercher à renforcer des filières informelles ou encore à aller perfectionner la main-d'œuvre qualifiée que Madame Malou ou que Madame Kousfamina s'efforce de gérer et de former pour ce marché pertinent de l'emploi qui est cherché dans le secteur tertiaire, généralement le secteur des services. Nous n'avons pas, malheureusement aussi, une politique industrielle qui peut consommer ce qu'on appelle des programmes IMO, à haute intensité de la main-d'œuvre. Et c'est ça, là où le rôle de l'État doit être, de pouvoir orienter les investissements, de pouvoir soutenir l'économie pour que justement le capital humain, qui est la ressource motrice primaire de cette économie, comme Jean Bodin l'a dit, il n'y a de richesse que d'hommes, que cette richesse soit valorisée, cette richesse humaine, et que cette richesse soit employée aussi bien dans le secteur primaire et bien structuré, qui est l'agriculture, les métiers extractifs, comme les mines aussi, et avoir un levier sur le secteur secondaire avec une politique industrielle qui va ramener de l'emploi dans le pays, parce que le taux de désindustrialisation est énorme. Et enfin, dans le secteur tertiaire, travailler effectivement sur cette main-d'œuvre, la protéger. Pour finir, peut-être, nous avons souvent des meilleurs professionnels, mais qui ne sont pas suffisamment protégés pour que les organismes internationaux, pour que les multinationaux qui ont besoin de cette ressource puissent les atteindre. Et c'est souvent par le travail que font les gestionnaires des ressources humaines ou les formateurs que finalement les meilleures ressources congolaises arrivent à être prises au meilleur niveau. Je voudrais simplement rebondir sur ce que M. Kodjo dit. C'est aussi le fait qu'au fond, l'intégration des dispositifs au niveau de l'État doit se faire à deux niveaux. C'est-à-dire au niveau des employeurs, donc des entreprises privées, c'est vraiment d'intégrer des dispositifs en termes de formation continue au sein même des entreprises. Alors qu'au niveau des entrepreneurs, c'est d'offrir des programmes, de mettre en place, devrais-je dire, des programmes d'accompagnement pour permettre à ces entreprises, à ces jeunes entreprises, de pouvoir se développer sainement selon les pratiques d'affaires de standard international. Et c'est simplement à ce moment-là que nous pouvons avoir une vision à long terme et de préparer en fait l'écosystème de l'économie de notre pays. Donc, si je comprends bien, la ressource humaine, doit se gérer à trois niveaux. Au niveau étatique, au niveau du secteur privé et au niveau de l'entrepreneur lui-même. Maintenant, notre spécialiste des ressources humaines, qu'elle nous dise quels sont les problèmes qu'elle rencontre ici en RDC dans la gestion des ressources humaines. Est-ce directement lié à la gestion des pouvoirs publics, à la faiblesse de l'économie, ou c'est tout autre chose? Bon, déjà, les problèmes, on les rencontre à plusieurs niveaux, hein, mais si nous devons rester dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat, et précisément dans le domaine qui me concerne, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, si je dois parler d'une des premières difficultés rencontrées, c'est par exemple le niveau des compétences des candidats que nous retrouvons sur le marché. Parce que aujourd'hui, nous sommes amenés à faire des recrutements pour le compte de nos clients. Eh bien, j'aime autant vous dire qu'il n'est pas évident de trouver les bonnes compétences pour pouvoir les placer au poste de décision ou même au poste, en tout cas, qui nécessite leur présence. Et ça, c'est un véritable problème qui, selon moi, part justement du système éducatif qui est le nôtre. Et voilà, si je ne peux parler que de cette difficulté-là. Oui, Monsieur Chika. Oui, moi, je voudrais ajouter, je voudrais un peu essayer de comprendre qu'est-ce que Madame Yvonne attend, qu'il n'y a pas de compétences. Sur base de quoi on évalue une compétence d'une personne? Est-ce que sur base d'un CV? Sur base du niveau d'études, en fait? Est-ce que sur base de quoi? Parce qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes d'avoir une expérience. Est-ce que celui qui n'a pas d'expérience n'a pas de compétences? C'est ce que je sais un peu de comprendre. Donc, on oppose expérience et compétence. Quelle est la part de la formation continue alors?
Il faut faire la part des choses entre le savoir-faire et le savoir-être, déjà à la base. Donc, ce qui se passe, c'est que ce que Madame Yvonne est extrêmement vrai, et même en termes de formation, il s'avère aujourd'hui que le système éducatif de nos jours est très obsolète dans le contenu même des programmes de formation, ce qui fait que effectivement les jeunes peuvent réussir académiquement selon le niveau du Congo, mais lorsqu'on les met en situation d'emploi pour faire face aux concurrents qui sont à l'international, là il y a inadéquation, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, il y a de la compétence académiquement parlant dans notre écosystème congolais, certes, mais au niveau international, on n'est pas du tout compétent. Ceci étant dit, c'est là où le savoir-être aussi doit jouer de son rôle, parce que là je parle du côté de la formation, c'est que ce soit un travailleur, un salarié ou que ce soit un entrepreneur, il faut constamment être dans une logique de formation continue. C'est-à-dire que ce que tu as appris il y a 5 ans, les pratiques ne sont plus les mêmes. Je prends l'exemple du marketing. Il y a 20 ans, on ne se limitait qu'aux 4P. Aujourd'hui, le numérique est à jour. Donc, si moi, je suis salarié dans une entreprise en marketing et que je reste sur la base du 4P, il y a incompétence à ce moment-là. Donc, ce que je voudrais vraiment faire comprendre aux jeunes de notre pays, c'est que c'est très bien de pouvoir se former au niveau universitaire, certes, mais il faut aussi faire des recherches à titre personnel. Ça, c'est le savoir-être que j'aimerais introduire pour pouvoir être à niveau en attendant que le système éducatif prenne le pas. Je laisse la place à Madame Yvonne. Pour ne parler que compétences, parce qu'après, dès lors qu'on parle expérience, on va tout de suite aboutir à une forme de discrimination, parce que finalement, c'est ceux qui travaillent qui sont sur le marché de l'emploi et qui peuvent trouver de l'emploi. Non, on va abandonner cette piste-là. Pour ne parler qu'en termes de compétences, moi je parlais du système éducatif, notre système éducatif, c'est que moi j'ai fait mes études au Congo. J'ai fait toutes mes études au Congo et en tant que responsable des ressources humaines et recruteur, je ne peux pas concevoir que je reçoive des CV et que j'appelle en interview des candidats licenciés et qui sont incapables de rédiger une lettre en français sans faute d'orthographe. C'est juste pas possible. Là, ça veut dire qu'il y a un problème de niveau en ce qui concerne l'éducation, parce que c'est le même programme que j'ai tout aussi suivi, et juste par comparaison, j'aime autant vous dire que lorsque moi je sortais de l'université, j'étais capable de rédiger une lettre en français correct, sans faute d'orthographe. Donc c'est pour dire que c'est cette lacune-là que de plus en plus, nous, acteurs de domaine de la gestion des ressources humaines, nous constatons malheureusement. Et moi j'ai essayé de me renseigner, j'ai posé des questions, et ce qui se passe, c'est que, d'abord, il est vrai, comme disait Madame Zouzi, c'est que notre système d'éducation est obsolète, mais en même temps, par rapport, par exemple, aux cours qui sont dispensés, par exemple, aux matières qui sont dispensées au secondaire, nous sommes très réduits. Nous sommes très réduits. On va vous dire que, bon, à l'école secondaire, vous avez les littéraires, vous avez le scientifique, vous avez... Et c'est toujours le commercial, c'est la même chose, alors que les choses ont évolué. Il faut adapter notre système aux réalités sur terrain. Et moi, il m'a été répondu un jour par un responsable de l'EPSP. Il me disait, il y a un problème. C'est que à l'époque, et même aujourd'hui, lorsqu'il y a un élève qui est considéré comme étant moyennement moins bon, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à l'orienter vers la pédagogie. Et c'est comme ça que pendant des années, en fait, nous avons fonctionné. C'est comme ça que les moins bons se retrouvent en pédagogie, et c'est comme ça que les moins bons se retrouvent à être les enseignants d'aujourd'hui, et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui tout un système qui est tronqué parce que nous n'avons pas appliqué les bons principes dans notre système éducatif. Et cela, nous le constatons, et je le constate tous les jours dans mon domaine d'activité. Ok, avant de revenir à l'adéquation formation-emploi, je vois que Maître Koudjou veut réagir. Oui, justement, c'est dit avec tellement de pertinence qu'on a du mal à revenir pour écorcher la richesse de tout ce qui est dit, mais bon, du fait que je suis aujourd'hui enseignant à l'université, j'enseigne le droit du commerce électronique, il faut quand même que je dise du bien de cet enseignement. Ça veut dire que notre système d'enseignement, au niveau élémentaire et au niveau des humanités, a été fait de sorte qu'on puisse avoir des lettrés.
Parce que avec votre diplôme d'État, vous ne savez pas tout de suite, aujourd'hui, briguer un emploi et le réussir. Vous n'avez pas de capital singulier. Vous avez tous le même profil d'ordre général et on est obligé à ce niveau-là de pouvoir aller soit dans les instituts supérieurs qui orientés vers l'emploi directement au bout de 3 ans, soit d'aller vers l'université qui vous amène à une carrière de chercheur. Mais ce qui se passe, effectivement, la filière de l'enseignement supérieur a également évolué au point où la plupart des instituts qui devaient être comme le HEC, les écoles des hautes études de commerce ou ceci, se sont mués, en université également. Donc, on passe beaucoup d'années dans les auditoires pour finalement sortir avec une compétence qui est générale et qui souvent ne répond pas aux besoins de l'emploi sur le marché. Et quand on vous recrute, parce que nous avons également fait des multinationales et les organismes internationaux, quand on vous recrute, il y a encore un coût d'investissement de la part de l'employeur pour former la compétence, même si vous n'avez pas encore l'expérience qui vient avec la confrontation à la pratique. Et donc, ailleurs, on a réussi à réformer le système d'enseignement. Madame Malou a fait ses études à l'étranger, Madame Kousouamina qui parle très bien français et qui est la preuve même que notre système d'enseignement est solide. Mais à ce système d'enseignement, il faut apporter des mises à jour, des améliorations. Alors, à l'étranger, où j'ai fait ma thèse de doctorat à la Sorbonne, vous vous rendez compte qu'il y a des passerelles qui se sont créées entre le secteur de l'emploi et le secteur universitaire de formation, en formation initiale, pas en formation continue. Il y a des masters, c'est-à-dire des spécialisations, qui sont financées par des sociétés. On créerait par exemple une filière de master de droit bancaire. Comme j'ai vu à l'Université protestante au Congo, on a créé une filière de formation master en microfinance et puis un master en OADA. Donc, ce qui se passe dans les autres expériences, c'est qu'à part la formation continue qui se sanctionne souvent par des certificats professionnels, les marchés de l'emploi est allé renforcer le système éducatif. Deuxième changement que j'ai vu, parce qu'on a fait l'effort en France, au lieu d'être des académiciens, on a voulu resituer l'université, non pas sur une colline inspirée sortant de la ville, mais au cœur de la société. Ce n'est qu'une image et non une boutade quelconque. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des meilleurs professionnels qui n'ont pas fait l'université. Bill Gates a été chassé de l'université. Hein. C'est après que Harvard lui a décerné un autre diplôme. On prendrait des gens comme M. Kinduelo, on prendrait des gens comme M. Ledia, on prendrait des gens comme, je ne sais pas, Papa Wemba, s'il était encore vivant, pour dire comment vous, dans vos filières de métier, vous avez pu réussir sans pouvoir avoir la formation pour cela. Et on les récupère dans le système d'enseignement pour qu'ils puissent partager leurs compétences avec les jeunes qui sont encore en formation. Et la troisième grande réforme, moi j'ai un doctorat à l'âge de 40 ans, c'est vieux pour l'Europe, mais c'est très jeune. Docteur pour le Congo. Vous avez aujourd'hui avec la réforme du système LMD, 3 ans de licence où vous avez des personnes qui peuvent aller à l'emploi très qualifiées. Vous avez 2 ans de master ou en master 1, on peut déjà être sortir du lot, master 2 et ensuite vous n'avez que 3 ans de doctorat. Donc vous avez comme ça des jeunes qui sont devenus le moteur justement de ces sociétés qui sont devenus aussi de plus en plus exigeantes en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, un regard croisé d'ici et là pour quand même sauver quelque chose sur notre enseignement. Merci. Merci pour cette intervention très riche. Une des préoccupations que j'ai maintenant à vous entendre, c'est le numérique. Madame Zouzila a évoqué tout à l'heure, mais avant même d'arriver au niveau du numérique, que faut-il faire exactement, mis à part la réforme du système éducatif, pour qu'il y ait cette adéquation formation-emploi? Parce que, au bout du compte,
les entreprises sont sur le terrain, ici en RDC, et elles sont légalement obligées de recruter également ici en RDC. Donc, il advient, c'est pour leur propre bénéfice, soit d'investir dans la formation ici, soit de former un temps soit peu. Donc, j'aimerais que ceux qui sont dans le domaine des ressources humaines, de la formation, nous expliquent un peu comment est-ce qu'ils voient quelle est leur approche par rapport à ce problème. Déjà, moi, je suis convaincue que on aboutit, selon cette logique-là, à un engrenage. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de structures, beaucoup de sociétés, notamment les multinationales, il y a pas mal de banques sur la place, qui ont des programmes de formation. Ils forment leur personnel dans les domaines de leurs activités respectives. Mais ce que nous constatons, nous, sur terrain, en ce qui concerne l'emploi, c'est que finalement, ce sont les mêmes employés qui passent d'une entreprise à une autre. Nous, par exemple, notre cœur de métier, c'est la gestion de la paye. Nous gérons donc le payroll de nos clients. Nous avons l'habitude de constater un employé qui était employé au sein d'un organisme, d'une société, qui passe à une autre société. Donc, à la limite, on connaît presque tous les employés quand ils arrivent. Parce que ce qui se passe, c'est que ce sont les mêmes qui font le tour. Parce qu'étant formés, parce qu'ils ont l'expérience, à un moment donné, ces entreprises-là se les passent. C'est pour ça que j'insistais, en fait, sur le système éducatif. Il faut revenir à la base sur notre système éducatif pour permettre justement aux autres étudiants, aux autres personnes qui ne font pas encore partie de ce système-là, de pouvoir intégrer cette plateforme, on va dire. Et je suis tout à fait d'accord avec Madame Yvonne. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que les entreprises dont elle fait référence, généralement, ce sont de grosses boîtes. Donc, il y a les moyens aussi qui suivent pour pouvoir investir dans tout ce qui est investissement de logiciels, etc., pour soutenir leurs activités. Mais moi, et c'est là où encore je viens faire le pont entre la part du système d'éducation, effectivement, mais aussi du gouvernement. Parce qu'il faut aider les PME, donc les petites entreprises et même les TPE s'il le faut, à pouvoir les faciliter à accéder aussi à ces services numériques qui leur permettent de pouvoir être compétitifs sur le marché de l'emploi. Ça, c'est de 1. Et de 2, au niveau de l'éducation, au niveau même au banc de l'école, c'est de pouvoir étudier avec les dispositifs numériques qui sont les mêmes qu'ailleurs. Moi, je me souviens que lorsque j'étais à l'université, nous travaillions avec les mêmes logiciels que lorsque j'ai commencé mon premier boulot, n'est-ce pas? Et puis l'autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est que il faut aussi permettre aux étudiants de connaître ce que c'est d'avoir cette expérience d'emploi. Notre système aujourd'hui est fait de telle sorte que je parle avec pas mal d'étudiants qui me disent mais maman Malou, on fait comment? L'université, l'horaire ne me permet pas de pouvoir travailler et étudier. Pour ma petite histoire, j'ai travaillé et étudié pendant mes études. C'est lourd, 40 heures semaine de travail, 40 heures semaine d'études, c'est épuisant. Mais croyez-moi qu'après vos 4 ans, lorsque vous êtes pris en emploi, vous êtes mieux préparé. Donc je pense qu'il y a tout ça il faut réfléchir à tout ça. Monsieur Chika, vous avez dit au début de notre conversation que une grande part revenait quand même à l'individu, aux jeunes, mais ici, on est en train de contrebalancer votre argument en faisant intervenir le numérique. Pensez-vous que ça peut être une porte ouverte pour les jeunes, pour se développer, pour avancer, pour trouver de l'emploi? Bien sûr, j'ai hâte de parler d'entrepreneuriat. C'est vrai, on parle de l'emploi, on parle de la formation. La formation se donne où? Au sein de nos entreprises. Mais ceux qui ont besoin d'emploi sont en dehors des entreprises. Je me demande comment se reformer. Pour revenir à votre question, effectivement, le numérique, c'est une opportunité, offre vraiment énormément des opportunités. Avec le numérique, vous pouvez automatiser votre affaire. Avec le numérique, vous pouvez être étudiant, être pleinement étudiant et être pleinement entrepreneur. Donc, le système numérique peut gérer votre business sans que vous puissiez être présent. Vous pouvez automatiser les entrées de votre entreprise sans que vous puissiez être là
tout le temps. Donc, c'est possible. Maître? Oui, je suis très heureux parce que de plus en plus dans les CV, on voit quelque chose qui devient de plus en plus obligatoire. Ça veut dire que vous devez mentionner une ligne où vous dites que vous savez au moins utiliser l'ordinateur ou les logiciels les plus basiques, le Word, le PDF, l'Excel, les PowerPoint. Donc, on se rend déjà compte qu'au-delà de tout ce qui est valeur que nous obtenons dans l'enseignement classique, il y a cette valeur ajoutée qui est d'être computer literate. C'est de plus en plus exigé maintenant. Donc, beaucoup de personnes ne peuvent pas travailler dans les milieux ultramodernes parce que simplement, cette formation basique leur manque. Il y a également l'anglais. On n'en a pas souvent parlé. Les multinationales qui viennent, c'est souvent un atout de dire que vous êtes au moins bilingue. Et on voit tout de suite que beaucoup des gens qui travaillent vont au centre de formation pour apprendre la langue et rattraper la situation parce que l'anglais devient une langue de travail. Il y a également le networking. Ça veut dire quand vous voyez les mêmes têtes revenir pour postuler à des emplois analogues d'une entreprise à une autre, ce sont des gens qui connaissent comment fonctionne le marché de l'emploi. Quand vous êtes déjà entré dans la base de données, quand vous avez déjà votre CV qui est exposé, quand vous avez déjà des références antérieures, il est plus facile pour vous, et vous prenez de la valeur ajoutée, plus facile pour vous d'être repris quelque part, parce qu'on prend des gens qui sont prêts à l'emploi. Et cette main-d'œuvre qui passe d'une entreprise à une autre, c'est même renégocier ses avantages dans une entreprise, même s'il n'y a pas d'ébauchage, parce qu'il connaît plus ou moins les barèmes salariaux. Maintenant, en parlant du numérique, il y a ces opportunités dont M. Christen a parlé, mais il y a également ces menaces. Le numérique détruit les emplois. Ça veut dire que là où vous aviez des emplois de vigie, il suffit qu'on mette une caméra et on vire 10 personnes. Là où vous aviez 10 caissières au rayon, il suffit qu'on mette un logiciel avec un œil de lecture qui fait la comptabilité et qui calcule même combien vous devez rendre au client. On n'a plus besoin de caissier. Là où vous allez aujourd'hui dans des guichets de banque, on a automatisé avec les distributeurs automatiques des billets et vous vous rendez compte que la queue devant la gentille guichetière a disparu, que soit-elle belle ou pas. Donc on se rend compte que ces métiers n'attirent plus. Donc maintenant, le numérique commence même à détruire des métiers du savoir. Ça veut dire quand vous êtes écrivain, vous écrivez un livre sur papier, mais vous vous rendez compte que le contenu de votre ouvrage est en ligne ou encore d'autres personnes ont publié mieux que vous en ligne. Donc, nous ne sommes pas encore entrés dans cette dynamique et peut-être on va quitter le côté emploi pour parler de l'entrepreneuriat par rapport au numérique. Vous vous rendez compte qu'ailleurs, il y a des incubateurs. On se dit, Madame Malou, dans son travail, a besoin de logiciels pour faire la formation continue. Il y a des gens intelligents qui sortent de l'ISIPA ou qui sortent de l'ISTA qui lui disent, Madame, on peut vous faire de la formation continue à distance. Comme ça, vous avez une plateforme où vous faites la même chose que réunir les gens pendant 5 heures dans une salle. Madame Swamina, vous faites de la gestion des ressources humaines. Voici, j'ai une solution à vous apporter. Donc, finalement, on devrait se tourner vers des incubateurs, on devrait se tourner vers des services plus ou moins personnalisés qui viennent renforcer l'industrie qui fonctionne déjà. Ça, on a discuté avec Madame Malou. C'est une facilité de travail. Mais aussi, nous devons créer des intelligences simplement inventives de son université. C'est Mark Zuckerberg. Il commence par simplement faire un album numérique de son université qui devient aujourd'hui Facebook. Et on a un individu sur cette terre qui est sur Facebook. Vous avez aujourd'hui Google, on vous dira que c'était un projet de fin d'études universitaires, mais Google vous pèse en capitalisation boursière 370 milliards de dollars, et puis Apple vous pèse 748 milliards en valeur boursière en dollars. Donc c'est pour dire que le numérique aujourd'hui, l'économie numérique est devenue une niche dans laquelle nous tous nous pouvons évoluer. Moi qui vous parle, peut-être pour finir par cela, on est dans une émission des jeunes, on partage les expériences. Je n'aurais pas pu faire un master en droit du cyberespace si je ne l'avais pas fait une partie à distance, où je voyais mes professeurs sur écran.
Et une autre partie, je l'ai fait en présentiel. Mais c'était le sésame qu'il fallait pour avoir un diplôme de 3e cycle et aller ensuite étudier à l'étranger. Et cette offre est disponible de plus en plus. Il y a des campus numériques où il y a des formations ouvertes à distance qui vous réduisent les frais de structure, parce qu'il n'y a plus de structure, où les jeunes peuvent se former. L'astuce pour les demandeurs d'emploi, faire un bon CV, être dans un réseau, être réseauté. Au besoin, vous pouvez même présenter votre CV à Madame Kouswamina dans son entreprise. Elle vous dit, vous n'êtes pas dans le domaine. Et elle vous dit, allez compléter telle ou telle autre formation. Le chercheur d'emploi est également quelqu'un qui se forme pour être au diapason de l'emploi qui est demandé. Quand on rejette votre CV, on vous donne les raisons. Travaillez sur ces raisons pour pouvoir avancer. Mais il y a aussi le côté, l'opportunité que le numérique offre. Et c'est un grand boom, c'est une grande explosion. Merci pour cette information pertinente. Toutes ces informations pertinentes, permettez-moi de rectifier. Donc maintenant, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est une émission des jeunes. Donc nous avons dans l'assistance des étudiants, des jeunes entrepreneurs, et ils ont des préoccupations. Ça va être leur tour de les porter à votre attention. J'invite seulement chacun de nous à être bref et concis pour qu'on puisse couvrir le plus de questions possibles. Je vais commencer à ma gauche. Oui, monsieur? C'est l'étudiant Toulanko et Norbert, étudiant en 2e année de licence, faculté de droit, Université de Kinshasa. Alors j'avais une question à poser au maître quand il a abordé déjà à l'entame de son propos, quand il devrait établir la différence entre l'emploi et l'entrepreneuriat. D'une part, il dit que l'emploi concerne beaucoup plus le travailleur, établissant les rapports entre les travailleurs et l'employé. Et d'autre part, il affirme que l'entrepreneuriat concernait, d'une part, à créer de l'emploi soi-même, ou également à faire recours à une autre personne. Alors, du point de vue de la protection juridique, là, je suis là, du point de vue de la protection juridique, ne pensez-vous pas que dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas de l'emploi, dans la législation du travail en droit congolais, ne pensez-vous que la seconde hypothèse correspondrait à la première hypothèse dans la mesure où les rapports entre l'entrepreneur qui évolue de manière autonome, lorsqu'il fait recours à une autre personne, on serait dans les rapports entre employé et employeur. Par voie de conséquence, il serait régi, pour être beaucoup plus compréhensible dans le code, régi par le code du travail. Et une autre petite question, quand il aborde la question relative à la numérique, l'entrepreneur qui par voie de numérique essaie de gérer son activité. Et la question, c'est également au niveau de la protection de cet entrepreneur. Ne pensez-vous pas que lorsqu'il gère ses activités par voie numérique, il aurait également besoin, en distance bien évidemment, d'autres personnes? Alors, comment gérer les activités de cet entrepreneur, d'autant plus qu'il y a risque qu'il soit victime d'un cas qui ne serait de mauvais goût? Merci beaucoup. Ok, on va prendre le monsieur à côté. Tout de suite après l'ouverture du débat, j'ai vite compris qu'on parlait de la gestion des ressources humaines. Et ma question s'adresse à madame de la ressource humaine. Je voulais savoir quel est votre mécanisme, parce que en vous entendre parler, vous pointez du doigt l'État par rapport à l'éducation, parce que vous, au niveau du marché, vous avez besoin de la compétence. Alors, puisque notre système éducatif interpelle tel que Maître venait de dire, quelle est votre demande vis-à-vis de l'État? Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse pour vous? Déjà que au début, il a déjà des règles qui sont là, et vous entrez en conformité avec ces règles. Alors, la deuxième demande serait, qu'est-ce que vous demandez à l'État pour votre demande, justement? La deuxième question. Merci. Merci, je suis M. Eric Ngandou, étudiant en 2e licence droit. Je voulais m'adresser au docteur Kodjo, qui a parlé de l'entrepreneuriat et de l'emploi. J'ai entendu tout le monde se plaindre par rapport
au soutien de l'État. Ils ont dit que l'État n'accorde pas plus d'avantages à l'entrepreneuriat ainsi qu'à l'emploi. Mais alors, je voudrais savoir, Maître Kodjo, c'est peut-être vous qui serez la personne la mieux placée pour répondre à cette question. J'aimerais savoir, le travail ou encore l'entrepreneuriat est un droit de l'homme. La Constitution de la RDC régit cela dans son article 35, et le travail, comme tout juriste saurait, est un droit qui est classifié ou alors catégorisé dans ce qu'on appelle les droits de la deuxième génération. Je vais dire des droits civils ou encore des droits économiques, sociaux et culturels. Entendre parler des droits de deuxième génération, nous en savons tous, c'est ce qu'on appelle des droits créances. Et disons des droits créances, ce qui voudrait dire que ce sont des droits qui, pour leur mise en place, demandent aux individus qui sont des destinataires de ces droits-là à pouvoir exiger à l'État la respectabilité de ces droits-là. Alors, Maître Kodjo et tout autre intéressé à cette question, j'aimerais savoir si vous pouvez dire ou pouvez nous confirmer que ce n'est pas vous qui demandez mal à l'État ou ne vous reconnaissez pas que le travail est un droit pour vous et qui constitue une créance dont vous en êtes deux créanciers et l'État est un débiteur. Voici ce que j'aimerais demander à Maître Kodjo. Merci. Merci. On va passer à ma droite. Je vais prendre la dame au fond. Si vous pouvez être concis, bref, en vous présenter, comme ça on peut avancer. Merci. Maître qui est là, qui dit qu'il est dans les systèmes de l'enseignement, ne pensez-vous pas, vous, éducateurs, être un peu responsable du problème que nous, jeunes, connaissons au milieu de l'emploi? Parce que quand j'ai été étudiant, nous avons eu des collègues, hommes et femmes âgés, qui étaient déjà dans la fonction publique en train de travailler en étant 2-4 ou 2-6. Mais qu'est-ce qui fait que le diplômé d'aujourd'hui n'est pas en mesure d'être crédible au milieu de l'emploi? Et deuxième problème, je voudrais suggérer, est-ce que notre système ne pouvait pas s'améliorer un peu? J'ai entendu parler d'une cousine qui a fini à Mons, qui disait que lors du défense de sa thèse, il y a des entreprises qui viennent à l'université pour assister à la défense. Et dès qu'ils trouvent que cet étudiant ou l'étudiante est un bon élément, il est engagé immédiatement. Est-ce que on ne pouvait pas améliorer, nous aussi en RDC, avoir ce système-là? Ça va aider beaucoup de jeunes qui sont brillants, sortant de l'université, à s'attraper de bons boulots. Merci. Ok, on prend une dernière question à droite. Oui, monsieur. Merci. Prosper Mtetika, juriste. Ma question s'adresse à Maître Kodjo, qui a un doctorat en numérique. Je crois que c'est une première en République démocratique du Congo. Maintenant que vous êtes revenu au pays, quel est premièrement l'état du numérique dans notre pays? Et si vous pouvez nous donner, vous qui êtes le premier docteur en numérique, les principes, je peux dire les priorités, voilà. Est-ce qu'il y a les priorités pour pouvoir adapter l'économie de la République démocratique du Congo avec cette grande opportunité technologique qu'est le numérique? Je vous remercie. Merci. Nous allons revenir à nos invités. Maître Kodjo a reçu beaucoup de questions, donc on va commencer par vous et puis ceux qui veulent intervenir peuvent le faire. D'accord. En parlant de la protection juridique, aussi bien de l'emploi que de l'entrepreneuriat, je vais évoquer la question également de la sous-traitance. Parce que souvent, pour des postes corps, comme on disait à l'entreprise, on ne recrute pas directement parce que nous avons une législation du travail qui est également une législation sociale. Aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre dans le contexte juridique congolais est assez cher. Parce que, en fait, comme il n'y a pas de caisse d'allocation familiale, lorsque vous avez un employé dans une structure formelle, vous devez prendre en charge les frais, les soins de santé pour lui et sa famille. Et généralement, c'est les grandes familles. Mais par contre, lorsque vous allez dans le domaine de la sous-traitance,
le résultat attendu par l'entreprise est la production d'un service ou un rendement quelconque. On l'atteint, évidemment, mais en sous-traitant. Et ce qui se passe, c'est que la sous-traitance, finalement, propose des conditions d'emploi qui tiennent compte des marges à pouvoir faire sur une facture de prestation. Et du coup, la main-d'œuvre, dans sa valorisation, en reçoit un coût, parce que dans le maillon de l'emploi, il y a dans la chaîne de l'emploi, il y a un maillon supplémentaire qui s'est imposé, et il y a une économie de péage qui est en train de se faire sur une main-d'œuvre. Bon, c'est peut-être un regard trop critique sur la question, mais tant que le système fonctionne bien pour le marché et pour l'entreprise, il y a quelque part une main-d'œuvre qui est impliquée ou mise en cause. Mais au-delà de la protection sociale du travailleur, avec des systèmes de contrats qui sont des systèmes de contrats à durée indéterminée, il faut voir qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise. Lorsque quelqu'un trouve un emploi, il sait que c'est à durée indéterminée, il se fonctionnarise, entre guillemets. Il ne cherche plus trop à évoluer, au moins à évoluer en carrière, mais plus à accroître ses compétences. D'où les entreprises, pour pouvoir corriger cela en interne, incitent les agents avec des budgets pour aller faire de la formation continue supplémentaire. Et quand le coût du licenciement dans le pays est énorme, parce que quand vous allez en procès, quand vous regardez la plupart des procès, les employeurs perdent souvent, et ils perdent avec des dommages et intérêts qui sont très élevés. Donc, il faut faire aussi bien la promotion, la protection de l'emploi que la promotion et la protection des investissements ou des investisseurs. Parce que tant qu'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'emploi. Tant qu'il n'y a pas des gens qui créent sous forme d'entreprise, de structure organisée, la richesse, vous ne pouvez pas avoir de l'emploi non plus. Donc, ce n'est qu'un aspect des choses, on peut en dire tout autant. Quand vous parlez de droit, ça c'est la deuxième question, de droits de l'homme de la deuxième génération, bon, on va faire un peu du droit public pour dire que les droits de l'homme sont structurés en 3 générations. Maintenant, il y en a une 4e. La première génération, c'est des droits liés à la nature, donc le droit à la vie, par exemple. Mais la deuxième génération, ce sont des droits qui sont nés au-delà de la société féodale, dans la société industrialisée et dans la société de consommation, où on s'est rendu compte que l'industrie produit de la valeur, mais a besoin des consommateurs qui sont des personnes physiques, ou encore de la main-d'œuvre pour entretenir justement cette production. Et on a dit que l'État devrait pouvoir honorer un devoir de donner à chacun de ses administrés un travail. C'est ce que l'étudiant a voulu dire. Bon, maintenant, on est dans les droits de la 4e génération qui parlent du contrôle de nos données. Alors, j'ai vu ici des jeunes très astucieux qui étaient allés faire du sit-in devant le ministère du Travail il y a plus ou moins 3 ou 4 ans. Et c'était une organisation qui disait, nous avons fini, nous avons les études, nous avons les compétences, l'État doit pouvoir nous donner du travail. Et on a créé par la suite un projet qu'on appelle le PROYEN, ou l'emploi jeune au sein du ministère de l'Emploi, pour voir comment on peut mettre dans la chaîne de l'emploi ces jeunes. Mais ça a été fait. Bon, après, vous avez des sociétés démocratisées, et cette démocratie, c'est la social-démocratie. C'est cette démocratie qui va autant dans les libertés publiques que dans la croissance économique. Parce que ça va de pair. La démocratie, c'est le modèle politique, mais, comment on dit, la croissance économique, il faut donner les moyens à l'État pour répondre à ses devoirs des deuxièmes générations. C'est comme ça que le taux du chômage est un élément contraignant pour le gouvernant. Tant que vous n'êtes pas en mesure d'inverser la courbe du chômage, vous n'êtes pas un gouvernement performant. Par exemple, François Hollande en a reçu un sacré coup. Mais ici, dans le pays, lorsque on a des taux le dernier taux que j'ai entendu, c'est 60-40% de chômeurs ou des gens qui sont employés. Mais quand on a 40 ou 60% des gens qui sont en dehors du circuit de production de la richesse et de l'auto-prise en charge, c'est quand même énorme. On doit pouvoir faire le lien au niveau de l'État entre la croissance économique, entre le PIB, entre l'investissement et finalement la main-d'œuvre.
Parce que le social qu'on demande à l'État, c'est des gens qui, s'ils ont leur propre emploi, ils vont pouvoir créer les conditions de leur survie. Il reste deux petites questions. L'éducation. Bon, les questions sont pertinentes et riches. L'éducation, et puis j'ai peut-être le malheur d'être dans l'enseignement maintenant. L'éducation, il faut s'assurer d'abord de la formation des formateurs. Qu'avons-nous fait dans l'entretemps pour que ces maîtres d'école, ces professeurs des humanités dont Madame Kouswamine a parlé, puissent être mis dans un système de recyclage. Recyclage par rapport à leur propre formation, mais recyclage également par rapport à l'évolution du monde et à ses exigences. Avant, on avait une machine à écrire, il y avait toute une filière de diplômes d'État qu'on appelait sténodactylo. Aujourd'hui, ça n'a plus du tout aucune valeur. Donc, je suis désolé de le dire ainsi, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mettre aujourd'hui? C'est l'ordinateur, et l'ordinateur, vous l'apprenez soit même vous-même, soit pas dans une filière diplômante. Donc, le droit du numérique, c'est la dernière question. On ne peut donner que les éléments de réponse, quitte à être complétés sur le plateau. C'est la priorité pour adapter. Nous sommes aujourd'hui dans l'économie de l'information. Ailleurs, vous avez les grandes sociétés de télécommunications dont les plus grands abonnés sont les universités. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'antennes Wi-Fi et c'est là qu'on télécharge le plus de données parce qu'on a besoin de pouvoir étudier avec des livres et tout ça. Mais le numérique, déjà comme priorité, devait aller renforcer l'enseignement. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir des bibliothèques avec des livres plus récents, mais dans le numérique, nous avons tout cela, toutes ces connaissances. À part cela, maintenant, c'est les infrastructures de télécommunications. Ils doivent être à coût assez réduit pour que ça ne soit pas une barrière d'accès pour d'autres personnes, et ça doit également être disponible. C'est ce qu'on appelle le service universel. Mais aussi la valorisation des contenus locaux. Que faisons-nous? Il y a des gens qui ont tout leur emploi sur Facebook, parce qu'il y a des gens qui ont transformé leur page Facebook en annuaire publicitaire. Il y a des gens qui utilisent Facebook pour la mise en relation, qui mettent leur CV. Il y a des gens qui vous disent, voilà, je vous donne un aspect de ce que je fais, mais si vous voulez en savoir plus, revenez vers nous. Mais nous, à longueur de journée, il y a plus de 100 millions de comptes WhatsApp, simplement pour l'Afrique. Mais à longueur de journée, que faisons-nous de WhatsApp? On ne monétise pas cela. On ne monétise pas le Facebook et on ne le rentabilise pas pour s'en servir comme étant un promontoire. La dernière question, c'était Madame de Zoumeko. Je pense vous avoir répondu. À l'étranger aussi, dernière chose, quand vous êtes en train de faire votre thèse de doctorat ou votre master, ça prend 3 ans, 4 ans, il y a une plateforme ouverte aux entreprises qui sont en train de savoir, il y a autant d'étudiants qui sont en France, il y en a 2 500 000 chaque année, et il y a autant qui présentent des travaux de fin de cycle ou de travaux de fin d'études ou de thèse de doctorat sur tel domaine, tel domaine. Donc finalement, le palmarès de formation des étudiants devient leur shopping list. Ce qui fait qu'ils vous suivent, comme pour notre cas, ils vous proposent même des contrats doctoraux où ils vous financent à raison de 4 500 € des fois le mois, alors que vous n'êtes qu'étudiant, pour qu'à la fin, vous signiez un contrat d'exclusivité avec eux. Et où, le jour de la soutenance, et moi je n'en ai pas signé et je n'ai pas pris de leur argent, ou alors le jour de la soutenance, ils savent que voilà, la personne que nous avions déjà étiquetée va pouvoir soutenir sa thèse, et ils viennent avec des offres souvent concurrentes. Et c'est comme ça que ça se passe. On ne doit pas laisser l'université en dehors du circuit de l'emploi et du marché de l'emploi. Merci. Madame Kouswamina, vous aviez reçu une question. Une question, oui. C'était par rapport, en fait, à la demande. Ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous demanderions à l'État de faire. Et je pense que M. Kodjo a en partie répondu à cette question. Ce que nous attendons de l'État, ce serait, parce qu'il a parlé, par exemple, des cours. Moi, je me souviens que au secondaire, moi, j'étais en commercial, j'avais un cours de sténographie. En fait, aujourd'hui, ça ne me sert absolument à rien. Je ne me souviens même plus. Donc,
ce que nous demandons à l'État, c'est justement d'adapter le système éducatif aux besoins et aux réalités du terrain. Mais en même temps, pour ne pas contrarier monsieur à côté de moi, je pense que le problème, ce n'est pas seulement de dire « ok, c'est la faute de l'État » et taper sur la tête de l'État constamment. Je pense que même nos élèves et nos étudiants ont une responsabilité. Ils doivent continuer eux-mêmes, à se documenter, ils doivent continuer à lire. Parce que moi, je suis désolée, le numérique, c'est bien beau, mais je ne suis pas contre. Mais en même temps, je trouve que nous perdons. Nos élèves, aujourd'hui, perdent beaucoup à cause du numérique. Moi, quand je vois, par exemple, en matière de communication, aujourd'hui, tous les SMS qui sont faits, on réduit, on ne sait plus écrire, en fait. Nos élèves ne savent plus écrire parce qu'on leur a apporté tellement de facilité, tout est tellement réduit que finalement, on en perd quand même. Donc, ce serait à eux également de faire un effort pour maintenir, en fait, les standards qui finalement font que aujourd'hui ils sont à niveau ou ils seront à niveau demain. Oui, Madame Alou. Je voudrais juste compléter ce que mes collègues ont dit sur le fait que en entreprise, là maintenant je vais taper sur le dos des chefs d'entreprise aussi, parce que je crois que dans toute entreprise, une entreprise qui se respecte d'humain doit avoir des objectifs à moyen et à long terme. Donc, ceci étant dit, il y a ce qu'on appelle en ressources humaines la gestion des emplois et des compétences, la gestion prévisionnelle, la GPEC. Et une entreprise doit pouvoir prévoir les besoins en capital humain par rapport à sa compétitivité sur le secteur dans lequel il évolue. Donc, à ce moment-là, c'est de pouvoir voir déjà à l'interne s'il y a de la ressource qu'il faut préparer pour accéder à ces nouveaux postes-là. Et quand il en manque, c'est là qu'on peut recourir aux universités, préparer cette relève-là. Donc, vous voyez, il y a une force plurielle qui doit être faite, pas simplement l'État, mais les entreprises, même dans leur politique de RSE, doivent se sentir concernées par rapport à cela. Ok, Monsieur Chika. Oui, moi je voudrais plutôt insister sur l'entrepreneuriat. Et je me rends compte que la plupart de personnes ont posé de questions et entré en emploi parce que être employé est une vie par défaut. Parce que lorsque tu finis tes études aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un emploi. C'est comme lorsque tu achètes un nouveau phone, il y a des paramètres par défaut. Alors si tu veux tes propres paramètres, il faut paramétrer. Alors pour être entrepreneur, il faut un paramétrage. C'est là où beaucoup de jeunes aujourd'hui devraient comprendre. Ils devraient développer cette mentalité d'entrepreneur. Tout le monde a le droit de choisir le mode de vie qu'il souhaite pour gagner de l'argent. Pas forcément en étant employé, mais on peut se préparer à être entrepreneur. Pour revenir à la première question qui a été adressée à Monsieur Kodjo, les rapports entre emploi et entrepreneur. Être employé, on dépend du salaire. Mais lorsqu'on veut devenir entrepreneur, on ne veut pas produire un salaire. Parce qu'un entrepreneur ne crée pas une entreprise pour être au service de son entreprise. Un entrepreneur crée une entreprise pour que l'entreprise soit au service de sa vie. Donc un entrepreneur travaille pour la création de richesses. Voilà pourquoi on emploie peut-être le mot entrepreneur par défaut. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence, on devient un travailleur autonome. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur établit un système qui lui permet d'avoir de revenus sans qu'il soit là. Aujourd'hui, Madame Yvonne peut ou ne pas être là, son entreprise fait entrer de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, on parle un peu par défaut d'entrepreneuriat, parce que c'est une alternative, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois et tout. Mais on commence à former les jeunes entrepreneurs à partir de métiers d'autonomisation. Donc, un jeune peut créer une page Facebook aujourd'hui, trouver un moyen de la monétiser. C'est possible. Le monsieur a posé la question, si je crée un travail numérique, est-ce que j'ai besoin d'engager quelqu'un? Au début, tu n'as pas forcément besoin d'engager une personne. Aujourd'hui, moi, j'ai un programme de formation d'emailing qui coûte extrêmement cher. Et les gens, les employés, les professionnels qui n'ont pas le temps de venir à des formations physiques, payent ce cours. Ça réduit mon temps de travail. Et là, je n'ai pas besoin d'une assistance, je n'ai pas besoin d'engager quelqu'un. Je peux produire de la richesse juste avec une bonne utilisation du numérique. Aujourd'hui, Amazon offre une grande opportunité aux jeunes. Tu peux avoir une boutique en ligne, vendre ton stock en ligne sans que tu puisses avoir un dépôt logistique. Pourquoi? Parce que
Amazon, c'est un dépôt logistique. Il suffit simplement d'envoyer ton produit chez Amazon et Amazon gère le reste. Merci beaucoup. Nous sommes malheureusement déjà à la fin de notre émission. Beaucoup de choses ont été dites. Savoir-faire, savoir-être, réforme du système éducatif, adapter la politique de l'emploi, tirer le secteur informel vers plus de légalité, protéger l'employeur, les investisseurs, les investissements, former les formateurs, investir dans le numérique, pousser les gens, les potentiels entrepreneurs à appliquer une intelligence inventive. Les infrastructures des télécommunications doivent être revues, améliorées, maintenues, valoriser le contenu local. Énormément de choses ont été abordées ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu aller en profondeur, mais je dis merci, mesdames et messieurs les téléspectateurs, messieurs, mesdames dans l'assistance et à mes invités, merci infiniment. À la semaine prochaine. Merci.